Comment battre la Nouvelle-Zélande? Ça, c'est une question compliquée. Les All Blacks, c'est une équipe qui te fait flipper aussi. Perso, c'est une équipe qui me terrifie autant qu'elle me fascine. Je vais vous expliquer pourquoi je la trouve terrifiante. C'est pas physiquement, car au-delà de leur qualité athlétique et physique naturelle, ils gagnent et ils gagnent très souvent. Et ouais, parce qu'ils ont des qualités athlétiques, mais toutes les équipes en ont. Pour les qualités physiques, il faut pas oublier évidemment qu'ils vont se servir allègrement chez les Tonga, chez les Samoans, chez les Fidji. Et ouais, il y en a pas mal qui sont naturalisés néo-zélandais. Enfin, pour nous en France, c'est pareil, hein. Willem C, il faut pas oublier qu'il est sud-africain à la base. Si tu reprends les statistiques entre la France et la Nouvelle-Zélande, sur 61 rencontres, la France, elle a gagné que 13 fois. Ça fait pas beaucoup quand même. Et on en a pris quelques-unes des fessées. Mais t'as beau gagner des test matchs, l'histoire en Coupe du Monde, c'est toujours différent. Un tournoi, c'est un tournoi, et ce qui se passe dans la tête des joueurs à ce moment-là, c'est crucial. Alors, je vais te parler des qualités du jeu des Blacks, des secteurs de jeu sur lesquels ils sont forts. Mais avant de commencer, je vais te demander de t'abonner si c'est pas encore le cas. Et si t'es déjà abonné, parce que c'est sûr, de mettre la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et on est parti, je t'embarque parler de la Nouvelle-Zélande. Pour comprendre comment battre la Nouvelle-Zélande, je pense qu'il faut comprendre comment est-ce qu'on peut les faire douter. À mon avis, il faut comprendre les facteurs d'efficacité de leur jeu, leur mentalité, pour pouvoir tenter de mener la danse. Alors on va parler des qualités de leur jeu, et la première des qualités, c'est la patience. Oui monsieur, madame aussi, ils sont patients, ils sont même très patients. Ce n'est pas rare de les voir subir des séquences très longues dans leur camp, voire de prendre des points sur les 20 premières minutes. C'est normal, les équipes en face, en début de match surtout, elles sont très appliquées. Et tu sais qu'il faut éviter les erreurs, comme tous les matchs internationaux, car un oubli se paie souvent cash, mais encore plus avec les Blacks. Ils ont cette réputation d'être impitoyables. C'est une réputation qu'ils traînent depuis tellement longtemps que ça ne surprend plus personne quand ils sont menés et qu'ils reviennent dans le match tranquillement pour te mettre une fessée. Donc en début de match, tu peux avoir la possession, tu peux même scorer une fois, plusieurs fois, et alors que tu ne vois pas comment ils vont faire pour s'en sortir, car ils sont dominés physiquement, sur l'occupation, tactiquement, en conquête, sur les duels aériens, sur les collisions, leurs soutiens sont lents, ils se font pénaliser, ton équipe est en confiance. Et quand tu es en confiance, tu cherches des actions gagnantes. Tu as besoin de tuer le match sur tes actions, sur tes temps forts quand l'adversaire il n'y est pas. C'est obligé. Au rugby, tu sanctionnes. Il faut tuer le match si tu peux le tuer. Et là, tu domines tout. Tes joueurs, ils sont portés par une générosité et un karma sans nom. Tu vas te faire les Blacks. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'autre option. Et bam, tu as augmenté ta prise de risque sur une passe, sur un jeu au pied. Tu as été un peu attentiste au contact et ton ballon, il a explosé. Tu as mis trop de temps à arriver à la conservation. Tu fais une erreur, une toute petite erreur. Le genre d'erreur où tu te dis, il vaut mieux le faire dans les 22 mètres adverses que dans tes 22 mètres, et ils te collent une contre-attaque de 80 mètres et ils reviennent dans le match. La contre-attaque, on appelle ça aussi une phase de transition. C'est un domaine dans lequel ils sont excellents. Je pense que quand on joue au rugby, et les Blacks en particulier, tu dois être capable de garder énormément de concentration pour ne pas payer un oubli cash. Je m'attarde rapidement sur la contre-attaque, et ceux qui connaissent déjà les principes, je vous encourage à avancer la vidéo de 1 minute. Lorsqu'on récupère un ballon dans le premier rideau, les principes de contre-attaque veulent qu'on écarte le ballon, car les attaquants qui sont placés en profondeur pour attaquer deviennent défenseurs et ils sont désorganisés, ils doivent se remettre à plat. On va attaquer une zone libre le plus rapidement possible. On peut également jouer au pied car il n'y a pas de couverture et dans ce cas, tu gagnes du terrain rapidement. Ou la dernière option, tu peux avancer à la main. Il y a aussi des contre-attaques dans le champ profond et ça arrive après un jeu au pied. Je ne maîtrise pas tous les aspects de ce secteur de jeu parce que je pense que c'est bien plus complexe que ce qu'il n'y paraît et j'ai commencé à y réfléchir. Donc je vous partage 2-3 pistes. Un des principes de base, c'est que tu joues à l'opposé de la source du coup de pied. Si le coup de pied vient de la gauche, tu vas jouer à droite. Tu considères que la densité défensive sera généralement plus élevée de là où provient le coup de pied. Et oui, sur un jeu au pied dans la boîte, tu vois le ruck avec le petit train derrière, tu as ton 9 qui va mettre ton jeu au pied dans la boîte, bah tu sais que tu as 7 ou 8 joueurs dans ce secteur qui vont monter tout droit sur toi. Donc tu essayes d'aller jouer à l'opposé. Le réceptionneur a donc la possibilité de remonter le ballon à la main ou d'inverser la pression au pied. S'il décide de remonter le ballon à la main, je considère qu'il y a 3 zones d'attaque. En fonction du temps dont tu disposes et de la pression défensive, tu choisis ou pas une zone d'attaque qui te paraît judicieuse pour gagner du terrain ou franchir. S'il n'y a pas de franchissement, tu vas avoir des relances de jeu préférentielles pour aller attaquer des espaces libres. Pour moi, c'est un peu la différence et l'évolution du jeu. Certaines équipes vont aller chercher ce point de contact pour pouvoir mettre une relance de jeu préférentielle ou une micro-attaque. C'est ce que l'Irlande fait très bien et c'est ce qu'ils font sur l'essai qui marque contre la France. Je t'invite à voir la vidéo si tu l'as pas vue avec l'analyste vidéo de l'UBB Serge Fouquet qui intervient dans la séquence. Et donc on a ces équipes qui vont chercher ce point de contact à prendre le sens pour avoir une relance de jeu préférentielle, une micro-attaque. Et d'autres qui aiment tenter le franchissement net sur chacune de leurs contre-attaques. Évidemment, c'est des aspects stratégiques
stratégiques que tu détermines avant le match. Si tu mets ton 8 dans le troisième rideau pour décrocher, tu sais que ce que tu vas chercher, ça va pas être obligatoirement avoir un franchissement net, puisque ton 8 sera plus un profil perforateur qui va te générer de l'avancée, plutôt qu'un profil esquive. Si tu as Melvin Jaminet dans le troisième rideau ou Ramos, il va pas avoir le même style de jeu que Aldrit. Donc si tu mets ton 8, tu vas pas avoir les mêmes types de contre-attaque que si tu mets ton 11, 14, 15. Et ça va dépendre évidemment de la zone du terrain dans laquelle tu te situes. Bon, je m'éloigne du sujet, mais pas tant que ça. Eh bien, les Blacks ont, de par leur culture, cette capacité à jouer dans les espaces libres et être fort sur ces situations tactiques et ce bordel avec des joueurs partout. C'est normal, ils jouent beaucoup à toucher durant leur formation de rugbyman et ils jouent aussi beaucoup au set. Donc techniquement, ils sont propres et ils ont l'habitude de ce jeu de passe permanent. Ils développent donc aussi des qualités d'esquive naturelles. Ça fait partie de leur ADN de joueur. Donc sur les ballons de contre-attaque, ils sont vraiment efficaces. Il ne faut pas leur laisser l'opportunité de contre-attaquer même de leur camp. Donc la contre-attaque, c'est le premier de leurs points forts. Le deuxième pour moi point fort qu'ils ont, c'est qu'ils font des lancements de jeu pour le jeu. Je m'explique. Dans tout projet de jeu, il y a des zones dans lesquelles tu as des principes d'action. Quand tu es dans ton camp, tu essayes d'inverser la pression. Ça veut pas dire que tu vas avoir une mêlée, ton 10 dans l'axe et que tu vas taper. Tu vas envoyer une ou deux séquences et ensuite tu vas faire bouger le troisième rideau pour pouvoir taper. Sur mêlée et sur touche, les zones difficiles voire impossibles à défendre, elles sont connues. D'ailleurs, je viens de sortir une formation sur comment attaquer et lancer le jeu à partir de ballons portés en définissant 4 zones d'attaque. Et en fait, sur chacune des zones d'attaque, tu vas avoir des principes et des règles à respecter. C'est-à-dire que si c'est mal défendu, tu peux attaquer très directement. Et même si c'est bien défendu, tu as quand même de l'espace plus loin pour attaquer. Je vous invite, tous ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien dans les commentaires. Vous allez voir, c'est une formation, elle est top, elle dure 1h30 et elle est vraiment pas chère. Mais du coup, par exemple, quand tu es dans ton camp, déplacer le ballon dans la zone proche de ton but, c'est des choses qui peuvent être risquées puisque tu augmentes le nombre de passes, tu augmentes ta prise de risque. Un en avant, un manque de soutien, une mauvaise passe peuvent souvent te mettre dans une situation complexe, voire très délicate et en plus te coûter des points. Tu peux donc décider d'augmenter ta prise de risque dans cette zone et ça peut payer. Mais pour cela, il faut être très propre techniquement et être sûr de tes forces. Eh bien, les Blacks, ils sont sûrs de leurs forces. Ils donnent cette impression de jouer de la manière suivante. Il y a la possibilité de franchir car cette zone est indéfendable si on attaque correctement, alors on attaque cette zone. Comme s'ils jouaient le coup gagnant à chaque fois. Et au fur et à mesure que le match il avance, ils ont cette capacité d'adaptation en fonction de la physionomie de la partie. Ils changent radicalement leur manière de jouer en décidant de fermer le jeu par exemple. Donc c'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir à des moments où tu t'y attends pas du tout cette énorme prise de risque dans leur camp et ils commencent à mener et je sais pas à 15 minutes de la fin le match est tendu et ils mènent de pas beaucoup. Plus aucune prise de risque. Ils ferment le jeu, ils verrouillent, ils cadenassent la partie. Les joueurs prennent moins d'initiative et ils occupent chirurgicalement le terrain. Eh bien je pense que c'est un avantage comme un inconvénient. J'imagine que plus la prise de risque est importante proche de ta ligne d'en but, plus tu vas te laisser une marge temporelle pour l'exécuter. Donc c'est-à-dire que ton lancement de jeu où normalement tu dois agresser très proche pour arrêter la défense, plus tu vas être proche de ton en but, plus tu vas te laisser ce grade de 1 ou 2 mètres peut-être supplémentaire pour ne pas trop prendre la pression non plus. Plus tu es loin de la défense, plus tu as du temps pour faire le bon choix ou être propre techniquement. Et là où dans cette partie du terrain, quand l'adversaire est proche de sa ligne d'en but, tu anticipes le jeu au pied déjà et donc il y a beaucoup de joueurs qui ne font pas l'effort de venir agresser très fort et ils commencent à anticiper et reculer. Et bien contre les Blacks, je pense qu'il ne faut pas anticiper. Il faut laisser une pression permanente à ces joueurs dans leur camp. Peut-être même plus qu'au centre du terrain. Si tu rushes en défense, déjà ils auront moins de temps pour s'organiser et feront peut-être des erreurs de lecture. Et s'ils décident de jouer au pied, le jeu au pied sera moins précis avec une pression importante. Quand tu penses à un jeu au pied pas précis, tu penses à opportunité d'attaque. Je pense qu'un des moyens de faire douter les Blacks est donc de garder une pression incessante sur eux. Il faut que le porteur de la balle se sente oppressé, le forcer à reculer 2 ou 3 mètres pour se libérer de la pression. Mais le souci, c'est que pour se libérer de cette pression et attaquer une zone faible à partir de lancement de jeu, ils limitent le nombre de passes à la main. Ils déplacent énormément le ballon au pied dans leur camp, sur réception de coup d'envoi, sur touche et parfois sur mêlée. Et là, ça pose un sacré casse-tête. Comment couvrir ces zones sur lancement, sur phase statique, sans en découvrir d'autres. Et là, je sèche un peu, je vous avoue. J'ai hâte de voir comment les équipes vont gérer cette difficulté face aux Blacks. Mais on va revenir un petit peu plus tard dans la vidéo sur le jeu au pied parce que j'ai pas mal de choses à dire. Et attention, toutes les équipes sont capables d'attaquer ces zones au pied. Mais en général, pour augmenter cette prise de risque, elles attendent d'avoir le score. C'est là où les Blacks te surprennent. En étant devant, derrière ou à égalité au score, ils sont capables d'augmenter cette prise de risque. Leur système de jeu, il a évolué depuis 4 ans. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, les Blacks, ils font partie de ces équipes de l'hémisphère sud qui ont toujours eu de l'avance sur nous. Sur la technique individuelle, sur la tactique, sur la stratégie, sur les attitudes au contact. Ils font partie de ces équipes qui, en 2015, lorsqu'ils gagnent la Coupe du Monde, ils jouaient déjà en 1-3-3-1. En 2015, tu vas pas me dire que tu connaissais le 1-3-3-1 ici en France.
défense. Et le 1-3-3-1, ça reste pour eux une base pour jouer. Comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, ils ont expérimenté d'autres systèmes mais qui étaient beaucoup plus durs. Et avec la pression que tu reçois quand tu entraînes la Nouvelle-Zélande, si tes résultats sont pas immédiats, Ian Foster, il a fait un petit peu une marche arrière pour revenir sur le système en 1-3-3-1 avec des adaptations. Et surtout, ce qui modifie, c'est les structures offensives à l'intérieur du système de jeu. Comme je le dis tout le temps, et désolé si je me répète, mais sur l'animation de tes blocs offensifs, tu vas avoir des micro-attaques ou des circulations de joueurs différentes ou préférentielles. Des micro-attaques spécifiques avec le nombre de joueurs et la rapidité à laquelle ils se rendront disponibles et le profil de ces joueurs. Tu as des principes spécifiques de circulation et d'animation sur chacune de ces attaques. Certaines micro-attaques sont vraiment spécifiques à des zones du terrain et d'autres sont adaptables à différents endroits du terrain. Bon, eh bien les Blacks, là où tout le monde a dit qu'ils avaient du mal ces dernières années, que ce n'était plus les mêmes, je ne pense pas que ça soit vrai. Ils ont simplement fait évoluer ces micro-attaques et cette circulation. Je suis en train de bosser sur une formation sur les micro-attaques qui va répertorier toutes les micro-attaques que je comprends des différentes équipes. Évidemment, il y a des similitudes sur ces micro-attaques entre les différentes équipes, c'est évident. Par exemple, Galtier, il nous dit que les Blacks, ils ont été efficaces sur les retours. Les retours, pour ceux qui ne comprennent pas tout le temps le jargon, c'est quand tu as un ballon en bord de touche et que tu mets une première relance de jeu sur une défense organisée. En fonction du rapport de force sur le contact et de la vitesse de libération, tu auras deux options. Soit tu peux jouer dans le sens, soit tu peux inverser le sens de jeu et attaquer le retour. Et bien, quand Galtier nous dit qu'ils ont été efficaces sur les retours, cela veut dire que leur capacité à se relever, recharger, se rendre disponible et avoir un positionnement et des options d'attaque efficaces est importante. D'ailleurs, dans la création de ma formation, je me suis rendu compte que les deux meilleures nations les plus efficaces pour jouer ces retours actuellement dans le rugby modèle sont l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Et ils ont des micro-attaques ou des patterns d'attaque sur les retours qui sont vraiment similaires. La rapidité de disponibilité de leurs joueurs et les relances de jeu qu'ils ont mis en place dans ces zones est tout simplement ultra efficace. Une des problématiques, c'est donc de garder les retours. Mais cela amène une difficulté supplémentaire. Je m'explique. Sur certaines attaques dans le couloir des 15 mètres, mettons que tu consommes 3 profils rapides en attaque. En défense, tu en auras peut-être consommé un sur le plaquage. Sur la relance de jeu, tes profils rapides, tu leur demandes généralement d'échanger avec les profils plus lents. Tu as envie qu'ils basculent à l'opposé justement pour éviter de te retrouver avec des profils lents qui vont défendre sur de l'espace. Et parce qu'en attaque, les joueurs vont se déplacer rapidement dans les espaces libres. Et bien avec ces attaquants rapides qui rechargent sur le côté fermé, tu obliges des défenseurs rapides à rester. Et s'il n'y en a pas assez, tu perdras potentiellement du terrain. Mais si l'attaque n'obtient pas un gain de terrain immédiat, elle gagne une chose. Ces 2 ou 3 profils rapides que tu as consommés sur un retour en défense ne seront pas disponibles à l'autre bout du terrain, ni dans le champ profond. Donc tu auras la possibilité d'attaquer d'autres zones. Je ne sais pas si je suis très clair, mais une chose est sûre, c'est que je me comprends et c'est déjà pas mal. Franchement, juste pour cette punchline, tu pourrais mettre un pouce bleu. Tu forces donc les défenseurs à s'adapter à la circulation des attaquants et moins aux attaquants de s'adapter à la lecture de la défense. En termes plus simples, les Blacks sont ultra efficaces sur ces retours. Le centre du terrain, ça a toujours été un point fort chez les All Blacks. Avec les Manonu, les McAllister, les Sonny Bill Williams et j'en passe. Et bah pour moi, ils avaient un déficit sur ce poste-là sur les dernières saisons et notamment au poste de 12. Beaucoup de gens n'accordent que peu d'importance à la différenciation entre le poste de 12 et le poste de 13. Pour moi, au contraire, c'est très important. Pendant un moment, on disait qu'il fallait des 13 gaillards comme ça, vraiment perforants et on utilisait des profils comme Mathieu Bastaro pour arriver avec des courses rentrantes, donc ce qu'on appelait la cut de haut où tu as un joueur qui arrive à hauteur et le 12 qui passe dans le dos. Ça, c'est un peu le rugby à l'ancienne. Quelle est la différence entre un 12 et un 13? Je vous donne mon avis et c'est totalement subjectif. Je pense que chaque entraîneur a sa vision des choses en fonction de son vécu, du profil d'équipe qu'il entraîne et de son système de jeu. Déjà, si on doit mettre 2 attendus sur les centres, moi je dis franchir et plaquer. Au centre du terrain, tu dois franchir et par contre, tu dois pas te faire franchir. C'est la règle. Tous ceux qui me disent ouais, il faut faire des passes, je m'en cogne des passes. Moi, je veux que mes centres, ils franchissent quand ils touchent le ballon et qu'ils ne se fassent pas franchir quand ils n'ont pas la balle. Alors la différence entre le 12 et le 13, perso, j'apprécie les 13 qui sont des mangeurs d'espace. Pour moi, le 13, il a souvent un petit peu plus d'espace pour négocier ses duels et attaquer les extérieurs. C'est un joueur qui doit être capable de mettre des cadrages débordements et d'attaquer très rapidement les extérieurs. Et de la même manière, en défense, il aura généralement plus de terrain et de défense contrôlée à avoir. C'est-à-dire qu'il a plus d'espace à négocier en défense, entre les défenses en ferme, compensées dans le dos, et surtout défendre en reculant. Et pour moi, le 12, ça doit être un joueur qui doit être plus rugueux, plus péchu. Et surtout un joueur qui doit être capable d'être à l'aise dans le bordel. Le 10, comme chaque bon 10, quand il ne veut pas du ballon,
Tiens le 12, prends. Tu lui donnes le ballon et lui, il doit te créer quelque chose. Et donc moi, j'aime bien les profils de 12 qui sont à l'aise dans le bordel, qui vont être capables, ouais, effectivement, tu es capable de rebondir contre un joueur, de repartir, etc. Mais c'est des joueurs qui, à partir d'une situation où il n'y a pas de décalage, ils vont te bonifier cette situation où ils ne vont pas te mettre en danger. Et ça, c'est tout un art à travers du bordel quand tu récupères un ballon, qu'il y a des joueurs de partout, que tu n'as pas de vitesse et qu'il n'y a pas de solution. Plutôt que de faire une passe et de te débarrasser du ballon, c'est toi qui remets ton équipe dans l'avancée. Les 12 qui ont ces qualités, ils sont rares. Hein. Durant le tournoi Destination, je pense qu'on a pâti de l'absence de Danty sur le début du tournoi. Moefana, il a un profil similaire, mais avec, toujours à mes yeux, une efficacité un petit peu moindre. Et bien pour moi, la Nouvelle-Zélande, ils avaient un déficit sur ce poste. Ils n'arrivaient pas à trouver de la stabilité et un 12 qui correspondait à leur profil de jeu. Et là, ils ont décidé de repositionner Jordi Barrett en 12 et ça, pour moi, c'est un pari gagnant. Il amène cette spontanéité qui te permet de créer au centre du terrain. Et donc, on a ce joueur qui est capable de créer à partir de rien parce que Jordi Barrett, il est capable de créer à partir de rien du tout. Et en 13, on a un mangeur d'espace avec Rieko Ioane. C'est un athlète énorme. Et pour battre la Nouvelle-Zélande, je pense que maintenant, cadenasser le centre du terrain, ça va être un enjeu crucial. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir à verrouiller ces deux joueurs et notamment la complémentarité du style de jeu qu'il peut y avoir entre Barrett et Ioane. Ouais, pour les ailiers, hein, évidemment, ils n'ont rien à prouver à personne. Ils sont toujours capables de te sortir un ailier que personne ne connaît et qui en 5 matchs va devenir le meilleur marqueur de l'histoire des All Blacks en 5 matchs. C'est tout le temps comme ça. Après, les ailiers, ils brillent aussi avec les Blacks puisque les centres sont efficaces. Donc les centres, à partir du moment où ils franchissent, effectivement, les ailiers, ils ont plus d'espace pour s'exprimer. Si tu tiens bien ton centre du terrain, je pense que tu complexifies grandement la tâche des ailiers des All Blacks. La conquête, elle est évidemment indispensable. Ils sont propres et organisés en touche et la mêlée est solide. Ne connaît rien ni à l'un ni à l'autre, mais comme tous les matchs de rugby, je pense que si tu les contraries devant en conquête, ça doit fonctionner. Mais de là à savoir s'ils sont forts, très forts, excellents, quelles sont leurs spécificités, je n'en suis pas capable. D'ailleurs, si tu as des remarques là-dessus ou que tu connais un joueur pro ou un entraîneur pro qui serait capable ou qui accepterait de venir intervenir pour nous présenter un Schmilblick sur les vidéos, franchement, ça serait avec plaisir. N'hésite pas à m'envoyer un message privé. Une chose chez les Blacks, c'est qu'on parle souvent du soutien permanent. T'as déjà entendu les commentateurs dans les matchs en train de s'extasier sur le soutien permanent des Blacks, et notamment après franchissement. Bon, alors, il y a du vrai et du moins vrai. D'abord, le moins vrai. Oui, ils ont du soutien permanent, mais au même titre que les autres équipes. Donc, ce n'est pas propre aux Blacks, mais plutôt au nombre de franchissements qu'ils ont par match et au pourcentage de plaquages réussis adverses et à la vitesse de libération. Si tu laisses les Blacks avoir des libérations rapides, la défense sera en retard et les Blacks vont franchir tout le temps. Dans cette configuration, évidemment que la vitesse d'intervention des soutiens offensifs te donnera cette impression de mouvement permanent. Mais si tu les oppresses en défense, que tu es efficace sur les plaquages et que tu viens mettre la guerre dans les rucks, ils sont comme toutes les autres équipes, ils arriveront pas à circuler, ils auront plus de mal à mettre leur jeu en place. Enfin, tu vas réussir à les faire douter, quoi. Et il y a deux derniers points dont on ne parle pas assez souvent à mes yeux. Des points qui méritent d'être abordés car ils ont une importance fondamentale dans le jeu des Blacks. Le premier, c'est le jeu au pied. Ils ont une qualité technique de jeu au pied exceptionnelle. La plupart des joueurs sont capables d'être précis sur toutes les formes de jeu au pied. Tir au but, jeu au pied de précision, de déplacement, de pression. Dans le rugby, je le dis souvent, c'est indispensable d'avoir un bon jeu au pied. Même un très bon jeu au pied permet d'offrir des opportunités d'attaque multiples. Toutes les équipes savent quels sont les endroits du terrain libre et à quel moment ils le sont, mais le savoir est une chose. À pleine vitesse, réaliser un geste technique précis pour amener la balle à l'endroit voulu en est un autre. La Nouvelle-Zélande, elle a cette faculté à déplacer le ballon au pied aussi facilement qu'à la main, et cela amène des essais majestueux. Le second point va avec le premier, évidemment, et ce sont les duels aériens. Ils sont très précis sur le jeu au pied, mais ils sont aussi très forts sur les duels aériens. Et là, sur le Rugby Championship, j'ai été scotché. Ils ont atomisé l'Afrique du Sud sur les duels aériens. Je sais pas s'ils l'ont bossé, je sais pas ce qu'ils ont fait à leurs joueurs, s'ils leur ont mis des ressorts sous les pieds, mais paf, les mecs, ils décollaient. Et le cumul de cette aisance sur le jeu au pied et les duels aériens leur permet d'avoir des stratégies peu communes. Lors du match entre la Nouvelle-Zélande et les Box, la Nouvelle-Zélande a choisi, pour sortir de son camp après avoir marqué des points, de jouer uniquement avec des jeux au pied de pression. C'est particulier comme stratégie car les équipes essaient en règle générale de sortir plus loin. Si tu ne récupères pas la chandelle, tu te mets sous pression à 35 mètres de ta ligne d'en-but. Et bien sûr qu'il faut varier tes patterns de sortie de camp, mais je trouve la prise de risque aussi belle que la réussite qu'ils ont eue. Ils ont récupéré la balle après les chandelles. Pour répondre à la question initiale, comment battre les Blacks? Mon avis, c'est qu'il faut les faire douter. C'est une équipe qui, de par leur passé mondial dominant, ont l'habitude de gagner. Ils ont été élevés avec cette culture de la gagne et cette supériorité. Ils ont cette capacité à ne pas paniquer même quand ils ne voient pas le ballon, même quand ils sont menés au score, et ils reviennent dans le match. Et bien pour les faire douter, je pense que ça doit demander beaucoup de pragmatisme. Premièrement, réaliser des choses simples mais bien, avoir des sorties de camp propres et surtout, le plus important à mes yeux, ne pas leur donner de ballons de contre-attaque. Il vaut mieux donner des ballons de phase statique, sortir le ballon en touche, plutôt que de donner des ballons de contre-attaque aux Blacks. Sur les phases statiques, tu connais les zones de franchissement, tu sais potentiellement ce qu'ils vont attaquer, alors que sur contre-attaque, ils sont capables de te mettre le feu. Secondement, mettre une intensité incroyable dans toutes les rucks et dans toutes les phases de combat. Il ne faut pas les laisser respirer. Il faut que le 10 et les centres Blacks soient en permanence
permanence sous pression quand ils vont toucher un ballon. Le 10, il doit sentir la laine du troisième ligne qui lui court dans le dos. Il ne faut pas lui laisser le temps de déplacer le ballon proprement à la main ou au pied. Troisièmement, ne jamais se dire qu'on est devant au score et dans sa tête, c'est bien, aujourd'hui on va battre les Blacks. J'ai vraiment cette impression que quand tu mènes face à un adversaire plus fort, tu te lâches et tu te dis ouais, je vais tenter des trucs, etc. Et paf, retour de bâton. T'augmentes ta prise de risque, sanction. Est-ce que tu penses que j'ai oublié des choses dans la façon de battre les Blacks? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse, ça me donne toujours du grain à moudre et à réfléchir. Je ne réponds pas à chaque fois car vous êtes nombreux et d'ailleurs merci beaucoup. Si vous voulez lâcher un petit tips pour la vidéo, c'est avec plaisir. Si vous voulez faire tourner les partenaires, il y a Shilton, il y a 10% avec le code UPRUGBY10 sur leur boutique. Je vous mets le lien traqué juste en dessous. Et si vous faites marcher les sponsors, c'est top. Et on se revoit bientôt au ski. Allez, topette!